Bon matin, Charles Dany, vice-président régional chez Fidélité Investments, évidemment. Nous sommes ailleurs ce matin, on est en compagnie du chairman de Coveo, Louis Tétu. On va avoir une discussion sur l'intelligence artificielle, ses impacts, les opportunités. L'angle canadien et québécois, évidemment, est ingénieur de formation de l'Université Laval. Il baigne dans le software depuis des décennies. Il est sur plusieurs boards publics bien connus au Québec, toujours impliqué dans des deals privés. Avant Coveo, M. Tétu a fondé Taleo, une firme qui a été vendue en 2012 à Oracle. M. Tétu est également un pilote d'hélicoptère, afin de bien voir les choses. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Un show live. La dernière fois, on s'était rencontrés, on avait jasé un peu en anglais. Je pense que c'était en anglais la dernière fois, mais bienvenue. Je suis content que vous soyez avec nous. En cas que les gens ne connaissent pas votre firme, Coveo, qu'est-ce que vous faites? Alors, Coveo, on offre en fait dans les marchés internationaux là, une plateforme qui permet d'ancrer l'intelligence artificielle dans les données des entreprises et de livrer des expériences génératives ou des expériences hyper personnalisées dans le domaine du commerce électronique, dans le domaine du service clientèle, les intranets, tout ce qui touche les expériences numériques, comment on fait pour gouverner ces expériences-là à un haut niveau de précision. Alors, les entreprises, contrairement à un chat GPT, là, ne peuvent pas halluciner et on travaille avec des données qui sont sécurisées à travers beaucoup de répertoires. Les données sont très distribuées dans les entreprises. Alors, Coveo permet de faire le pont, offre toute la couche d'intelligence artificielle qui permet de faire le pont entre le data sécurisé et la précision qu'on doit livrer souvent là, à des millions d'utilisateurs à travers le monde. À travers le monde. Donc, vous êtes établi à Montréal, pas à Québec, mais c'est une firme internationale. Oui, c'est le 97 du revenu de Coveo est hors Canada. OK, fait qu'il y a de l'amélioration à... Dans l'adoption au Canada. on va en reparler tantôt parce que je pense que c'est un des sujets. Fait que peut-être que les gens se demandent, j'aimerais commencer avec des choses qui sont plus d'un point de vue investissement, étant donné que c'est probablement le buzz, l'intelligence artificielle, là, dans la dernière année, on en entend parler sans bon sens. Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est dans l'engouement? Ou est-ce qu'on commence à toucher à la réalité en termes d'investisseurs? All the above. All of the above. All the above. Bien, on est au début dans tout cycle d'innovation. Alors, l'innovation, c'est quelque chose qui n'arrête pas. Et ce qui est particulier avec l'intelligence artificielle, c'est que l'innovation, c'est de l'innovation composée. C'est que l'intelligence artificielle permet d'accélérer l'innovation. Ceci dit, oui, on est au début. On est surtout à un point d'inflexion dans la compréhension. Je dirais que... pour prendre Coveo en exemple, nous, on a commencé dans l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelait l'apprentissage machine, le machine learning, en 2012. Et il y avait peu d'entreprises. En fait, jusqu'en 2019, c'était 85 de nos clients, c'était des sociétés de technologie. Alors, Adobe, Salesforce, SAP, Dell, NVIDIA, Intel, ainsi de suite, qui, eux, comprenaient l'intelligence artificielle. La majorité des entreprises, en fait, c'est que ChatGPT, par le fait que c'était très intuitive et a été le catalyseur où les gens ont réalisé qu'il y avait une nouvelle technologie puis que cette fois-ci, c'était différent. Mais la maturité de la compréhension, rapidement, les entreprises ont dit « oui, ça va être facile ». Les départements de TI ont dit « pas de problème, on va prendre les modèles, on va installer ça dans notre entreprise et tout ça ». Et les entreprises ont réalisé que c'était plus compliqué qu'elles le pensaient, puis qu'elles avaient de la difficulté à obtenir des vrais résultats, là, des résultats qui augmentent leurs revenus, réduisent leurs coûts, réduisent leurs risques, et ainsi de suite. Alors, il y a un gain, on est au début, mais on est à un point d'inflexion dans la compréhension de l'ensemble de l'architecture, des morceaux que ça prend, et honnêtement, de à quoi ça sert. Évidemment, comme consommateur, on le voit là, tous les jours, puis c'est très puissant avec ChatGPT. Quand on arrive dans le monde, dans un monde qui est gouverné, qui est sécurisé, avec des vrais clients, dans des vrais modèles d'affaires et ainsi de suite, c'est une autre paire de manches. Alors, mais on est à ce point d'inflexion-là, mais évidemment, il y a beaucoup de croissance en avant de nous. Puis le marché, dans les dernières semaines, se promène un peu à droite pas à gauche. Même, on a vu, je pense, les compagnies d'assurance récemment qui sont sous pression à cause de... Vous, comme investisseur, parce que vous êtes aussi un investisseur, comment vous voyez ça?
Bien, je vois ça. C'est-à-dire que si quelqu'un se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle va changer tous les modèles d'affaires, là, la réponse est claire, c'est oui. Ne perdez pas votre temps à poser cette question-là, c'est oui. Ceci dit, évidemment, comme dans toute chose là, qu'on découvre et aussi rapidement, il y a beaucoup d'extrêmes, il y a beaucoup d'incompréhension, comme je le disais auparavant. Et je pense que, entre autres, dans le domaine de l'emploi, les gens disent que les gens vont perdre leur job. Vous ne perdrez pas votre job à votre emploi là, à l'intelligence artificielle. Vous allez perdre votre emploi contre quelqu'un ou une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, dans le domaine l'intelligence artificielle, ce que ça permet de faire, c'est une des grandes caractéristiques, c'est l'augmentation humaine. C'est-à-dire qu'avant l'intelligence artificielle, les logiciels permettaient d'augmenter l'efficacité des entreprises. Alors, on faisait des processus d'affaires plus rapidement, de manière plus répétitive ou encore de manière plus consistent, comme on dit, de manière plus efficace. Aujourd'hui, ça se dit mieux en anglais, là, on dit « we're moving from efficiency to proficiency », c'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet à une personne normale d'acquérir beaucoup plus de connaissances, de proficiency, beaucoup plus rapidement. Alors moi, je dis toujours, là, si vous avez, if you're a bank and you have 10,000 employees, what happens when all these 10,000 people can handle 30, 50% more complexity, 95% faster, 100% of the time? C'est vraiment ça. Okay. Et qu'est-ce qui arrive quand des clients, par exemple, dans le secteur de l'investissement, peuvent gagner une connaissance beaucoup plus pointue de segments d'industrie, de type de placement, ainsi de suite. Oui. Alors, il faut équiper les aviseurs. Évidemment, la barre monte. L'aviseur va travailler avec un client qui est beaucoup plus proficient, pour donner l'exemple du monde de l'investissement. Alors, c'est ces questions-là, je pense qu'il faut se poser. Donc, vous la voyez vraiment comme étant un élément de changement et non pas un élément de destruction? 100%. 100%. Okay. Vous savez, toutes les technologies à travers les époques, on a annoncé là, que ce soit l'électricité, l'industrialisation, l'automatisation, la robotisation, le cloud computing, les algorithmes, à chaque fois, là, on a annoncé la destruction, là, mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le monde, la barre monte, évidemment, et le monde se réenligne armé maintenant de ces nouveaux outils-là. L'emploi continue. Les gens se lèvent le matin avec le désir de contribuer, puis ils vont contribuer dans un monde qui est plus contemporain. Moi, c'est ma vision. Mais c'est sûr que ça provoque des changements qui sont assez tectoniques. Il ne faut pas se le cacher. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de vague de technologie, là, que ce soit l'Internet ou autre, qui sera plus brutale en termes c'est très... l'intelligence artificielle, c'est très binaire. C'est-à-dire, je pense que le monde va être départagé entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Je dis toujours, si vous êtes un retailer, puis vous avez 1 million de clients, bien, vous n'avez plus un magasin, vous avez 1 million de magasins avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est le genre je dis toujours, moi, si j'ai une tumeur demain matin, je touche du bois, là, que j'en ai pas, mais je vais vouloir que mon radiologiste utilise l'intelligence artificielle pour lire mon image. Parce qu'il y a une augmentation humaine ici qui est indéniable. Alors, je pense que la barre monte, les gens, les entreprises, l'économie va s'ajuster en fonction d'un monde avec l'intelligence artificielle de manière ambiante. Fait que vous êtes très constructif avec le résultat final. Le résultat final, il n'y en aura pas de résultat final parce que c'est l'infini. Vous savez, ici au Canada, on a une tendance, et je ne dis pas que le narratif, évidemment, on parle de gouvernance, on parle d'éthique, ça soulève toutes sortes de problèmes, on s'entend. Oui. Moi, sans prétention, pour faire des affaires, évidemment, principalement en Europe, en Asie, aux États-Unis, et comparer, on a beaucoup un narratif, nous, autour de la peur de l'intelligence artificielle. Je dirais que ça occupe à peu près 80-90% du narratif au Canada. Quand je traverse la frontière, c'est l'inverse. 80-90% du narratif, c'est comment on fait de l'argent avec ça, comment on améliore l'économie avec ça. Et moi, l'analogie que je fais tout le temps, et c'est vrai là, qu'il y a des menaces qui sont réelles, là, je veux dire, les capacités de l'industrie, de l'intelligence artificielle, mais moi, je suis du principe, peut-être par pragmatisme, de dire
La technologie, elle est là. On ne peut pas reculer, là. Elle a été inventée, elle est là, on vit avec, mais si on l'embrasse, on va être capable de mieux la gérer. Et la comparaison très boiteuse, je le dis en préambule que je fais, c'est le nucléaire. Si la société et l'humanité avaient mieux embrassé le nucléaire il y a 80 ans, on n'aurait peut-être pas les problèmes qu'on a actuellement avec le réchauffement climatique. C'est hypothétique ce que je dis, mais je pense que il y a probablement un fond de vérité dans ça, parce que c'est la meilleure source d'énergie qu'on connaît aujourd'hui, le nucléaire. Mais on en a eu peur, puis les sociétés ont reculé et tout. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut reconnaître l'existence de cette technologie-là. Et les dirigeants d'entreprise doivent rapidement transformer leurs entreprises avec l'intelligence artificielle. Et ça se fait en allant chercher des talents au sein de leur entreprise. Je ne pense pas qu'on outsource la transformation d'une entreprise. Je pense qu'il faut avoir dans ses rangs des gens qui connaissent ça et qui comprennent la technologie et comment la technologie peut transformer une organisation comme Fidelity ou un manufacturier ou une compagnie aérienne ou un détaillant. Oui, bien, avant qu'on rentre en ondes, on parlait de, on discutait, puis vous me parliez de comment est-ce que vous voyez le Canada puis le Québec en termes de recherche en IA, mais qu'on a peut-être des croûtes à manger avec d'autres aspects de où est-ce qu'on amène la recherche. Bien, écoutez, vous aviez des commentaires super intéressants là, sur la suite. Le problème n'est pas nouveau. Je pense qu'il y a plein de rapports d'analyse qui l'ont dit au cours des 2 dernières décennies. Le Canada est en retard. Le Canada est en retard au niveau numérique, d'abord. Au niveau de l'adoption du numérique, on n'a pas investi de manière assez importante dans le numérique. On a fait travailler du monde dans le numérique, souvent à la solde des sociétés étrangères. On en a parlé souvent. Et je vous dirais qu'on aime la science au Canada. On est en amour avec la science et on aime la recherche. On a des instituts de recherche formidables. L'intelligence artificielle, en fait, si on regarde le MILA, si on regarde le Vector Institute et tout ça, donc on est vraiment fort et on a entraîné énormément une assez bonne proportion, à peu près 10 du Global Workforce dans le domaine de l'intelligence artificielle ont été entraînés au Canada. Ce qu'on n'aime pas au Canada, puis je me questionne encore pourquoi, c'est la monétisation et l'industrialisation de la technologie. Ça, on dirait qu'on s'en occupe pas. Autrement dit, on crée de la science, mais on la met dans les mains, puis après ça, un coup qu'elle sort de l'école ou de nos centres de recherche, c'est qui la monétise? C'est Google, c'est Meta, c'est Microsoft, je pourrais faire une liste de 200 compagnies qui, malheureusement, on n'est pas des propriétaires. Alors bref, on est en amour avec la science, puis on a un retard d'adoption. On est très, très déficient dans l'adoption de la technologie. Et je pense que dans le moment, on se fait fouetter, hein, on peut le dire. Et ça va peut-être amener des bénéfices. Je pense que ça a affecté notre compétitivité. La numérisation des entreprises, c'est un moteur de création de valeur. La technologie, c'est un moteur. Si on veut créer, vous savez, les gouvernements mesurent la création d'emplois, mais ne mesurent pas la création de richesse. Puis moi, je dis toujours, si on augmente la compétitivité de notre entreprise, on va créer des jobs. Mais la meilleure façon d'avoir un taux de chômage élevé, c'est d'avoir des entreprises qui ne sont pas modernes, qui ne sont pas compétitives. Alors, mais pour ça, ça prend du talent, il faut en former plus, il faut le garder ici. Mais comment on fait pour le garder ici? À part de on arrête d'attirer, on arrête de penser que des sociétés étrangères qui viennent d'engager nos PhD puis nos finissants d'université, c'est de l'investissement étranger, c'est pas de l'investissement étranger. C'est des cost centers au Canada qui vident le Canada de ressources clés pour nous moderniser. Alors, on a fait ça depuis 30 ans. Je pense que là, on a des gouvernements en place, ou un gouvernement en place, en tout cas, central, qui comprend cette mathématique-là. Beaucoup, beaucoup plus. Si on veut transformer le Canada, si on veut augmenter l'adoption, ça passe par les gens. On n'a pas le choix d'avoir plus de gens qui savent pour qu'on puisse faire. Alors, c'est un peu ça. Dans les entreprises. Et puis, je pense qu'on se fait fouetter dans le moment pour devenir plus compétitif. On n'a pas le choix. Et puis je pense que dans ce sens-là, je demeure assez positif là, pour ça. Bien, good. Puis un autre des grands enjeux dont on jasait, c'était l'autonomie du data.
au Canada. Puis ça peut-être que l'un va avec l'autre. La là, souveraineté. La souveraineté. numérique. Exactement. La souveraineté numérique, normalement, c'est Puis, une puis vous tendance. aviez 5 points, là, on jasait de ça l'autre fois quand on se préparait. Oui, la puis- souveraineté numérique, évidemment, c'est un sujet qu'on voit là, dans les nouvelles et tout ça. Je pense que c'est mal compris. La souveraineté numérique, d'abord, ce que ça veut dire, et c'est nobody can disconnect, nobody can turn off Canada. C'est ça que ça veut dire, à la base. Puis là, Alors, présentement, vous êtes de l'opinion qu'il y a du monde. présentement, a lot of people can turn off Canada. C'est clair. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai dans tous les autres pays et tout ça. Et on sait pourquoi. Il y a le Cloud OK. Act aux États-Unis qui est très menaçant. Et puis, évidemment, le numérique, c'est ce qui fait fonctionner nos institutions, nos banques, nos systèmes monétaires, nos systèmes transactionnels, notre vie est basée sur ça. Alors oui, il y a 5 points dans la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, ça ne veut pas dire qu'on a un data center au Canada, là, puis ça marche. D'ailleurs, on peut transférer un bloc d'énergie dans un data center au Canada. Si le workload est américain, on vient d'exporter de l'énergie pas chère. Si on remplit un data center canadien avec du Microsoft Office, ben on vient d'exporter de l'électricité puis on n'a aucune valeur ajoutée. Alors, c'est pas ça. La souveraineté numérique, c'est effectivement 4 ou 5 piliers, là. C'est d'abord la souveraineté des réseaux de communication, alors le 5G, la fibre et les communications satellites. On doit être souverain, on doit gouverner ça au Canada. Moi, je suis 100%. totalement incompétent, je ne sais pas. Où est-ce qu'on en est avec ça? C'est probablement avance. l'item où on est le mieux. Des OK. compagnies comme Bell, TELUS, Oui. c'est tout, on possède nos réseaux, mais on doit les gouverner. Le deuxième point, c'est sovereignty of compute, c'est-à-dire que le computing, de l'ensemble du workload de computing doit être fait au Canada et gouverné au Canada. La switch on et off, là, c'est nous autres qui l'a. Il n'y a personne, il n'y a aucun point of failure dans le compute. La troisième, c'est la souveraineté de ce qu'on appelle la résidence et la persistance, residency, persistency of data. C'est-à-dire que le data doit être physiquement ici parce que s'ils traversent la frontière, ils peuvent mettre la main dessus. La quatrième, qui est plus compliquée, c'est data movement. C'est que souvent, on a du data qui réside au Canada, mais dans le processus des logiciels qu'on utilise et tout ça, il s'en va, il traverse la frontière. Il peut même aller en Europe puis revenir et tout ça, être traité à des endroits différents. Ça, c'est le mouvement. Et le dernier point, c'est sovereignty of identity and trust, c'est-à-dire que le processing de l'identité sur votre téléphone mobile, sur vos applications puis tout ça, souvent, les identity providers également sont hors frontières. Ils ne sont pas gouvernés ici. Alors, ces 5 primitifs-là forment dans l'ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'on utilise nécessairement des logiciels canadiens. On peut utiliser un logiciel open source sur une infrastructure souveraine et ce sera souverain, because nobody can turn it off. Alors, c'est un peu ça, et je pense que c'est un enjeu d'intérêt national, de défense nationale aussi. Est-ce qu'on est à des décennies de ce temps-là? Non, on est... Parce que je vous écoute parler, là, ça a l'air être... Non, on n'est pas à des décennies. Je pense qu'il y a des gens intelligents qui travaillent là-dessus très sérieusement. Je pense qu'il y a des gens aussi qui travaillent là-dessus, mais qui ne comprennent pas l'ensemble de l'équation. Je ne veux pas être prétentieux, mais on s'intéresse à ce sujet-là pas mal, qui comprennent les morceaux, mais qui ne comprennent pas... L'exemple des data centers que je vous donnais tantôt, c'est un bon exemple. C'est pas parce qu'un data center est au Canada qu'il est souverain. Ça dépend qui le contrôle. Alors, c'est un petit peu ça. Tu sais, dans le fond, c'est toute la migration vers un Canada et une économie qui est gouvernée ici, qui est possédée ici, une économie de propriétaires, une économie qu'on dirige et qu'on gouverne et qu'on contrôle. De A à Z, là, que ce soit notre système monétaire, notre système de data, mais tout repose finalement sur le data. Votre firme Coveo peut jouer pas mal dans beaucoup de ces Bien, on a panneaux-là. signé un MOU, là, Memorandum of Understanding avec le gouvernement canadien. Évidemment, nous, on couvre un certain nombre là, on appelle ça des use cases, là, de cas d'utilisation où on peut sauver des milliards, en fait. Juste le libre service. Si on pense à une organisation comme Revenu Canada, vous avez peut-être entendu là, dans le rapport de la vérificatrice, du vérificateur général en septembre ou octobre que 83% du temps, les agents de Revenu Canada donnent la mauvaise réponse. Et ça, c'est parce que vous devez parler à un agent. Vous ne ferez pas des amis. Parce que vous ne pouvez pas aller en... Non, mais je parle. Mais c'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est parce que c'est très difficile d'avoir l'info. Ouais. Mais la technologie est là pour faire ça. Et ça, c'est parce qu'on doit parler à un agent, parce qu'on ne peut pas aller en ligne. Parce que, arguably, 50-70% du trafic ne devrait même pas se rendre à l'agent. Si vous pouviez aller en ligne,
Et on le fait honnêtement pour le gouvernement de l'Australie, on le fait pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, où on permet aux gens d'aller en ligne, de demander avec l'intelligence artificielle générative, gouvernée, sécurisée, des questions très précises sur vos taxes, peu importe votre situation. Et on vous donne des réponses très précises qui font en sorte que vous êtes capable de prendre action. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure pour parler à un agent qui, de toute façon, pourrait vous donner la mauvaise réponse. Fait que c'est non seulement de l'information, mais c'est aussi de la résolution. Ben oui, c'est de la résolution. La capacité de l'intelligence artificielle sur du contenu, là, lorsqu'on sait comment ça marche, de donner des réponses précises, sécurisées, à des problèmes complexes. Vous savez, peut-être pour faire abstraction, pour que les gens comprennent, le grand changement de paradigme que les gens réalisent dans les institutions, les organisations, les gouvernements, dans le moment de l'intelligence artificielle, c'est qu'avant l'intelligence artificielle, on était dans le monde du information retrieval, c'est-à-dire que vous avez 10 millions de documents et puis on fait des recherches, puis on est capable d'aller chercher un document existant et même un paragraphe dans ce document-là. Je vous donne un exemple simple. Là, okay? L'intelligence artificielle, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'on est capable maintenant de vectoriser l'information, de fragmenter. Alors, donnez-moi 10 millions de documents de 800 pages dans 20 sources différentes. Je vais être capable d'aller en extraire les fragments et je vais être capable, on dit en anglais, stitch data and tailor it for you. Alors, pour M. Dany, vous posez une question très complexe, très précise. Je vais être capable d'aller assembler en temps réel, stitch it, les fragments d'information et de créer un nouveau contenu, comme ChatGPT. C'est juste que ChatGPT le fait pour les consommateurs, mais ça ne marcherait pas à Revenu Canada. Non. Ça ne marche pas dans le data sécurisé d'une entreprise. Okay. Et vous n'avez pas le traceability. Là. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient l'information. Parfois, ça hallucine. T'sais, moi, je dis toujours, demandez à ChatGPT de vous donner votre background au bout de 20 fois. Là, demandez ça 20 fois. À un moment donné, il va vous envoyer en prison. C'est parce que ça hallucine. On n'a pas de Vous avez grounding. utilisé ce terme-là tout de suite au début de l'entrevue. Je veux juste vous laisser aller là-dessus. Là. ChatGPT qui hallucine. Ça veut dire quoi, ça, pour les gens qui nous écoutent? ChatGPT qui hallucine, c'est qu'il faut vérifier les faits. On invente des choses. ChatGPT n'a pas toujours raison. On dit en anglais ChatGPT ou Generative AI, que ce soit Anthropic ou tout ça, lies with a lot of confidence. C'est syntaxiquement et tout, c'est parfait. Mais quand on commence à vérifier les morceaux, on réalise que ça marche pas. Ça, parce que ces modèles-là ont été entraînés dans le passé et on travaille avec un océan de data consommateurs qui n'a pas les besoins de précision. La technologie s'améliore, mais dans les entreprises, évidemment, on ne peut pas se permettre ça. Une banque ne peut pas halluciner avec un client. Je regarde l'âge pour être sûr qu'on est correct. Bien, super. J'ai le goût de vous poser une question, c'est personnel. De 2012 à aujourd'hui, là, ça fait, on va dire 15 ans que vous êtes chez Coveo, quelle est la plus grande surprise de votre business que vous regardez et dites « Wow, celle-là, je ne l'avais pas vu venir » avec... ça a été deux choses. Ça a été le fait que ça a pris du temps au monde à se réveiller à l'intelligence artificielle parce que en 2000... moi, au début, j'étais investisseur dans Coveo. J'étais le angel investor dans l'entreprise. C'est Laurent Simoneau qui avait parti ça, qui avait parti une autre compagnie de moteurs de recherche. Et puis, en 2008, il m'a parlé de l'apprentissage machine. Et il y avait déjà, à l'époque, il y avait des vidéos de Jeff Bezos qui parlait d'Amazon, puis Netflix a toujours fonctionné par l'intelligence artificielle et tout. Ce qui m'a surpris d'abord, c'est la lenteur avec laquelle les entreprises se sont réveillées à l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, qui est lié au premier, qui a été le catalyseur, c'est ce qui a pris tout le monde par surprise, c'est le lancement de l'intelligence artificielle générative, les moteurs d'inférence. Qui change le monde. C'est un leapfrog technologique qui a pris tout le monde par surprise. Peut-être sauf les chercheurs qui étaient là-dedans, là, évidemment. Mais soudainement, et on l'a vu, hein, c'était en novembre 2022 que c'est arrivé. Et on a vu que les gens se mettaient à écrire moi je dis toujours, les gens se mettaient à écrire des poèmes le samedi soir au souper avec des amis, là, sur leur iPhone. Et puis, c'est fascinant. C'était fascinant. Aujourd'hui, on commence à intégrer ça beaucoup plus dans nos vies. Ça devient un peu une normalité, presque que de poser une question complexe, puis de se voir assembler une réponse, un contenu. Et les moteurs deviennent conversationnels. Et là, on rentre dans l'ère du reasoning. Alors, on a passé des moteurs de recherche aux moteurs de answering, qu'on appelle à répondre à des questions.
Maintenant, on a passé au conversationnel, où on peut avoir des conversations. Et là, on arrive à l'intelligence agentique, là, on est beaucoup là-dedans, qui est le reasoning. C'est-à-dire qu'une réponse engendre d'autres questions et il y a un raisonnement qui se fait. Alors évidemment, c'est des technologies qui sont fascinantes. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre, vous, dans les 10 prochaines années? Des surprises positives, des surprises négatives. Évidemment, l'utilisation de cette technologie-là à mauvais escient. D'abord, dans le secteur de la défense et tout, il y a des scénarios un peu plus apocalyptiques, pour être clair. Jusqu'à quel point les technologies vont évoluer, qu'on pourra voir ça. La convergence entre l'intelligence artificielle et la robotique, je pense qu'il faut regarder ça sérieusement. Je pense que ça va être un élément très, très transformateur. Mais vous savez, là, non, ma boule de cristal ne va pas beaucoup plus loin que dans 3 à 5 ans là, pour le moment. Excellent. Bien, on va clôturer la rencontre avec quelque chose d'un peu plus soft. Vous avez fait des talks de leadership. Vous êtes un entrepreneur, un leader, puis un investisseur. Vous parliez de 3 piliers pour des leaders. La première des choses, c'est de trouver de la croissance. La deuxième chose, c'était quoi déjà, là? J'ai un blanc de mémoire, mais enfin, je me souviens du troisième. Les clients, s'assurer que le client, qui sont des tripeux. Mais le troisième point, les gens. Vous êtes dans une business de gens, ironiquement. Oui, une compagnie de technologie, moi je dis toujours, a tech company is a people company with technology wrapped around it. On travaille avec des gens, hein, on l'oublie souvent, on n'est pas dans un monde là, de technocrates et tout ça. Si on veut bâtir une entreprise qui est durable, qui a une pérennité, je pense que people have to be well. On doit créer des environnements où on s'occupe de notre monde. Alors ça, c'est bien important. On ne le dit pas assez, le client doit être au centre de tout. Je sais que chez nous, moi je dis toujours, we need to make sure, la valeur numéro 1 de l'entreprise, c'est make sure customers succeed every time. On n'est pas content avec 97% de satisfaction dans le sondage, là, oui, ça prend chaque fois. Et même s'il y a un problème des fois avec un client où ce n'est pas notre responsabilité, go the extra mile. On dit à notre monde, prenez l'avion s'il faut, on s'arrangera après, allez régler le dossier, allez aider le client. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et évidemment, une entreprise qui ne croit pas, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Alors, la croissance, c'est absolument fondamental. Puis vous parliez aussi de l'utilisation du data versus les opinions, peut-être les opinions humaines. C'est dans le même article. Étant donné que vous êtes dans une business de data, en tout cas, je vous laisse jaser là-dessus. Data versus l'opinion. C'est-à-dire que évidemment, on dit en anglais, when you're a hammer, everything looks like a nail. Moi, j'ai passé ma vie en technologie. Vous avez des bons one-liners, vous. J'ai passé ma vie en technologie et puis fondamentalement, je dis toujours, great enterprises run on data, not just with data. C'est-à-dire que data, et probablement la ligne, là, parce que je le dis parfois, c'est data doesn't care about your opinion. Et ça, je pense que c'est important, c'est qu'on gère des entreprises et aujourd'hui, on a accès à du data. On est capable de voir qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui ne performe pas et tout. Et pour ramener au sujet de l'intelligence artificielle, en fait, explose nos capacités à questionner, à avoir accès à des données, et ainsi de suite. On n'a plus besoin là, de BI tools, là, avec des rapports faits d'avance et tout ça. On peut poser des questions très complexes, comprendre le contexte, avoir beaucoup de insights. Et je pense que ça aussi, c'est un élément qui départage les entreprises qui fonctionnent avec qui ne fonctionnent pas suffisamment avec du data. Là. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants.
Elle ne reflète pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnés. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!